Que retenir globalement de la mission de l'équipe des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies effectuée en République démocratique du Congo en rapport avec la guerre de l'agression dont la RDC est victime de la part de M23 sous l'impulsion du Rwanda, le déploiement des troupes angolaises sur le territoire de la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie Est, pour quels résultats nous en parlons à travers votre émission Paramètres de séjour qui vous est co-présentée avec Emeline Kambidio. Emeline, bonjour. Bonjour Nico, bonjour à tous les téléspectateurs de Paramètres et Vert Pâturage Télévision. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir pour cette émission que nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui. Le porte-parole du parti politique Bis au Peuple, il s'agit bel et bien de M. Moïse Mbouta Mabanza, que nous saluons. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour messieurs les journalistes. Bonjour. Je suis honoré sur votre plateau aujourd'hui, une émission que je révèle très suivie. Et merci d'avoir pensé à moi. Alors nous sommes très heureux, comme nous étions en train de le dire. Comment allez-vous d'abord? La santé va un peu bien, parce que si je dis totalement bien, cela veut dire que je ne suis pas en accord avec ce qui se passe à l'est du pays. Bien entendu, ça fait l'objet de notre émission de ce jour. Et la santé semble aller par rapport à la situation de l'Est de la RDC. Et vous êtes porte-parole du parti politique Bis au Peuple. Déjà, pourquoi le nom Bis au Peuple? Merci pour cette question. Je suis le porte-parole du parti Bis au Peuple. Le nom Bis au Peuple parce que nous n'avons pas voulu aller plus loin avec des mots français, bien entendu. Nous sommes Congolais. Nous avons voulu d'abord valoriser nos langues nationales. C'est pourquoi nous avons choisi un nom si simple pour, n'est-ce pas, nous permettre d'être au centre des actions ou de la vie des Congolais. Bis au Peuple, c'est simple à comprendre, c'est simple aussi à, n'est-ce pas, à digérer. Nous sommes fixés l'objectif d'être purement Congolais. Et la santé du parti, déjà, nous approchons petit à petit vers les élections. Les partis politiques sont déjà en ébullition. Et quelle est la santé du parti aujourd'hui? La santé du parti va également bien. Et nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes toujours à la fièvre des échéances électorales à venir. Et vous êtes sans oublier que nous sommes au cours du mois de la femme. Je profite d'ailleurs de ce temps pour vous souhaiter une bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes, madame la journaliste. La santé du parti va tellement très bien. Et hier d'abord, c'est pas hier, je disais le 11 mars, nous avons lancé les activités, d'une série des activités que nous allons organiser en rapport avec la célébration de cette journée. Et aussi, je lance un appel à tous les mamans de Tchangou. Nous sommes donc à Massina. Quand je parle de Tchangou, l'action va se passer, les activités vont se dérouler là-bas. Nous avons organisé une activité où j'appelle tous les mamans de la Tchangou et précisément ceux de Massina de nous attendre ce 26 mars de l'année en cours. Nous serons là. Je sais qu'il y a un échantillon de mamans qui est venu, n'est-ce pas, assister à la journée du 11. Et ils nous ont lancé un défi disant que nous serons très nombreuses à vous attendre. Et je les certifie ici que le 26 mars de cette année en cours, nous serons là. Nous viendrons encore pour parler avec vous dans une ambiance cordiale. Alors rapidement, avant que Nico pose les jalons sur le vif du sujet, quels sont en quelques lignes les objectifs que vous poursuivez? Les objectifs du parti, il faut vite aller recourir ça à ce que nous appelons idéologie du parti. Nous sommes ceux de la social-démocratie. Quand je parle de la social-démocratie, nous sommes en même temps les démocrates et ce qui va, n'est-ce pas, de la vie des Congolais. Ça nous intéresse directement. Donc, tous les problèmes qui se posent dans la société congolaise notamment, tels que nous mettons l'accent sur la formation, c'est ce qui se fait d'ailleurs. À ce moment, les activités que nous avons lancées par rapport au mois de la femme, nous ne célébrons pas le mois de la femme comme sous d'autres. C'est où on enseigne aux femmes dont vous êtes les ports de panne. Chez nous, bien au contraire,
c'est la formation. Nous nous sommes posé la question de savoir depuis quand le mot autonomisation de la femme a été dit et quel a été l'impact de ces mots par rapport à la vie de la femme congolaise. Nous avons compris que le mot est resté un slogan créé. On n'a pas, n'est-ce pas, entré dans les vifs du mot pour permettre qu'à cette femme soit autonome. C'est pourquoi chez nous, nous avons voulu mettre un accent particulier, c'est-à-dire nous misons sur la formation de la femme, de la jeune femme et des filles mères. Il y a plusieurs formations qui sont en train d'être données de l'autre côté. C'est pourquoi je profite aussi de votre micro pour lancer un appel. Demain jeudi déjà, aux chefs du parti, à partir de 16h, les formations vont continuer. Que les mamans de Kitambo nous arrivent là-bas. Nous sommes à Kitambo, sur l'avenue Lado numéro 40. Les formations à tous les niveaux et dans tous les secteurs sont organisées au bénéfice de la femme congolaise. Alors, M. Moïse Mbouta a également des ambitions politiques. Bien entendu, si nous nous engageons dans la vie politique active, rassurez-vous que les ambitions sont là. Et M. Moïse Mbouta n'est pas un parvenu dans l'arène politique congolaise. Nous étions déjà là depuis belle et alerte. Nous avons travaillé en coulisses dans des cabinets ministériels, en tant que conseiller dans plusieurs institutions. Mais nous avons dit, pourquoi pas ne pas sortir, n'est-ce pas, des coulisses pour faire la politique active. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui. Et ce n'est pas en vain que nous avons gagné la confiance de la présidente nationale de Biso Peuple. Je cite ici Mwanamboka Sandrine Kaseka. Chez nous, nous nous appelons comme ça. Ce n'est pas camaraderie. Chez nous, c'est Mwanamboka. Pour bien expliquer ce concept. C'est pour bien expliquer le concept Biso Peuple. Donc nous valorisons plus nos langues. On s'appelle comme ça Biso Peuple, mais Mwanamboka. Donc ce n'est pas en vain que nous avons, disais-je, nous avons gagné, n'est-ce pas, la confiance de la présidente nationale. C'est par rapport à ce que nous avons comme ambition. Donc en 2023, nous serons là sans pour autant tomber dans le piège de la pré-campagne. Mais je suis en train de dire ce que nous voulons en 2023. Nous serons candidats. Donc vous annoncez que vous serez candidat à la députation nationale à Lukunga. Merci beaucoup, Monsieur Moïse Mbouta. Nous allons aborder un autre point. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Il y a une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. Cette mission a été, cette équipe des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies a été reçue même par le Premier ministre, avec qui ils ont débattu de plusieurs questions. Est-ce que vous pouvez résumer, si vous pouvez dire un mot par rapport à cette équipe des experts de l'ONU? Merci beaucoup. Nous avons tous suivi l'arrivée des experts des Nations Unies, conduit par M. Nicolas Desrivières, qui est l'ambassadeur français auprès de l'ONU. C'est lui qui a conduit la délégation. Pour mieux répondre à votre question, je souhaiterais faire un pas en arrière par rapport à l'actualité politique. Nous avons suivi, avant l'arrivée de cette mission, l'arrivée du président français ici. Tous les Congolais étaient braqués à la télé. Nous avons suivi comment l'échange, ce que vous appelez en termes techniques, les points de presse entre les deux présidents, le président français et notre président de la République, M. Félix Tshisekedi. Nous avons tous compris ce qui a été dit par M. Macron, et M. Nicolas Desrivières est venu que marteler là-dessus. La position était claire. Ils nous ont jeté la responsabilité, n'est-ce pas, de sécuriser et de défendre notre pays. C'est le même langage, bien que l'autre a dit avec ses propres mots et l'ambassadeur aussi l'a dit avec ses mots. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut comprendre, la vraie stratégie sur la scène politique internationale. Nous avons suivi que depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, il a opté une démarche pour chercher à résoudre ces problèmes de l'Est du Congo. Sa première démarche, c'était comment? C'est de faire voir à la face du monde que le M23 est soutenu par les Rwandais. Et c'est ce qu'il a dit partout, dans toutes les tribunes où il est passé. Il a dénoncé ça. Et nous avons suivi même
des campagnes à travers le monde, même avec des joueurs qui écrivaient toujours dans leur t-shirt et n'allaient plus visiter le Rwanda, bien que c'est écrit en anglais. Donc, cette campagne a pris place sur la scène politique internationale. Le Rwanda s'est vu, n'est-ce pas, étalé à ciel ouvert. Maintenant, il a cherché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher maintenant à refaire son image sur le plan de la politique internationale. La France, un ami du Rwanda, est venu ici. Nous avons suivi, quand j'ai fait allusion du point de presse entre M. Félix et Macron, et le président français n'a jamais osé dire, avec des moqueries, s'il faut dire, ce qu'il a dit lui-même, que le Rwanda est derrière les M23. Il a fait des tournures des propositions. Et c'est ce qui a fait, même l'ambassadeur qui l'a envoyé au point de l'ONU, il est arrivé ici. Il n'a pas dit ça. Il rejette la responsabilité chez nous, les Congolais. C'est là où j'ai compris que la première démarche à tenir, oui, c'était celle de dévaler le Rwanda comme une force derrière les M23. Et nous avons vu à travers. Mais de l'autre côté, le Rwanda n'a pas croisé les bras avec Kagame. Ils étaient là en train de chercher par d'autres voies pour faire voir que ce n'est pas le Rwanda et pour faire, n'est-ce pas, gagner encore la confiance sur le plan international. Si, j'espère bien, vous les connaissez bien parce que les journalistes, vous êtes bien informés. Nous avons suivi le congrès de la FIFA au Rwanda et quelques temps après, on a donné un diplôme de mérite à M. Kagame. Tout ça, il veut faire savoir qu'il n'a pas de tâches, il n'est pas derrière les M23, raison pour laquelle tout se passe chez lui dans son pays. Maintenant, il reste à notre stade. Nous avons gagné le premier pas, oui, c'est lui de dénoncer, mais ils ont compris. Maintenant, ils nous renvoient la balle dans quel sens? Ils disent, ce n'est plus à notre niveau, même si vous dénoncez, même si c'est le Rwanda qui est derrière les M23, ce n'est pas à notre niveau. Nous, la communauté internationale et, entre guillemets, les puissances internationales, à défendre votre pays. Ils sont clairs dans leurs propos. Alors, et ils l'ont dit ouvertement. Maintenant, que faire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'avis que les propos tenus par Nicolas Desrivières étaient des propos très durs, renvoyant justement la responsabilité de pouvoir mettre un terme à cette agression à nous-mêmes, les Congolais. À ce stade, nous, Congolais, que devons-nous faire? Je l'ai toujours dit, dans la scène politique internationale, les États, aucun État n'a reçu le mandat, n'est-ce pas, de protéger notre État. La souveraineté et la protection du territoire national d'un État revient, n'est-ce pas, au fils du pays. À ce stade, à mon humble avis, je ne pense pas que ces propos soient dits. En fait, il est en train de dire si haut, c'est que les Congolais devaient faire, allais-je dire. Malheureusement, qui ne se fait pas. C'est ce qui ne se fait pas jusque-là. Donc, nous devons s'organiser en tant que nation. Comment s'organiser? Mais nous avons une armée qui compte aujourd'hui en termes d'hommes plus que le Rwanda, l'Angola, le Kenya et le Burundi. Est-ce que ces éléments sont bien formés? La formation, madame, c'est ça l'objectif. C'est ce que je suis en train de dire. Il se pose un problème chez nous. Nous devons prendre conscience en tant qu'État, c'est-à-dire former nos troupes. Parce que si vous faites une analyse comparative par rapport aux hommes en troupes, vous trouverez que la RDC, nous sommes au-delà. Nos hommes en uniforme sont plus que ceux du Rwanda, plus que du Kenya. Maintenant, il se pose ces problèmes-là de l'organisation et de la formation de nos troupes. Si nous arrivons à organiser notre armée, je prends un cas parce qu'on peut se dire, on n'a pas de moyens, mais je prends de l'argent que nous jetons pour l'ONU. C'est depuis quelle année l'ONU est au Congo? Qu'est-ce que l'ONU fait en RDC? Ils sont là, ou elle est là, juste en complicité avec nos ennemis, en train de piller nos richesses. Récemment, nous avons vu encore l'entrée de la force des États de l'Afrique de l'Est. C'est encore de l'argent qu'on débourse pour soutenir ces troupes. Or, cet argent, à mon humble avis, si cet argent est pris par notre armée, mis à la disposition de nos militaires, je pense que cette situation de l'Est de la RDC, complexe soit-elle, aura prendre déjà fin avec nos propres troupes.
Alors, vous avez évoqué de manière superficielle le bilan de l'ONU qui est nul jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne voit rien sur le terrain. Mais également, il y a le déploiement du contingent Angola qui sera imminent très prochainement. Qu'en dites-vous? Merci pour cette question. Madame, l'Angola a été toujours aux côtés de la RDC, n'est-ce pas, pour nous venir en aide. Mais j'ai vu beaucoup de personnalités, notamment des politiques congolais, en train de saluer. Bon, je peux le faire aussi d'une manière, je dirais, non conforme, parce que, je l'ai dit dans mon entame tout à l'heure ici, que la défense d'un État, la sécurisation du territoire national relève de la compétence de notre État. L'Angola peut venir, oui, mais après avoir que l'Angola viendra nous aider, une fois que on aura à résoudre ces problèmes. Mais quelle est cette armée qui va assurer la protection du territoire national? Ça doit être l'armée congolaise. Mais c'est un partenaire fiable parce que aux côtés de Mouzé Kabila, je vois ici, aux années 99-98, l'Angola nous est venu en aide. Ils ont défait les troupes rwandaises du côté Kitona, là où les Rwandais avaient mis leur base. Et c'était vraiment un travail bien fait. Nous avons bénéficié de la paix de l'autre côté. Et l'Angola, aujourd'hui, c'est parmi les armées les plus fortes ici en Afrique centrale, avec plus de 87 000 hommes en uniforme et avec une armée de l'air très puissante. Donc, nous pouvons compter sur ça. Mais compter à 100% sur l'armée angolaise, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Parce que, je vous dis, madame, ici, je peux être de passage sur votre avenue et je trouve que votre maison est envahie par les voisins et je m'improvise en défenseur et je vous défends très bien et que je neutralise l'ennemi. Mais rassurez-vous que moi, je suis un passager, j'irai chez moi. Mais quand vous allez rester chez vous, madame, à la maison, aurez-vous la force toujours de sécuriser votre famille? C'est ça la grande question que les Congolais doivent se poser à ce moment. Nous comptons sur l'armée angolaise qui a été toujours aux côtés de nous en 98, même avec Kabila, Joseph Kabila. L'armée angolaise était là, elle nous a défendus valablement. Mais et après, la question se pose là. Et après, donc, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de former notre armée pour que nous soyons à mesure. Mais est-ce que l'heure actuelle est toujours à la formation parce qu'il faut attaquer? Ça ne pose pas de problème. Même pendant la guerre, il est permis de former, n'est-ce pas, les hommes en uniforme. J'ai suivi il n'y a pas longtemps, ça peut faire 2 ou 3 jours, là, nous avons de l'autre côté la guerre, la Russie et l'Ukraine. J'ai vu les soldats ukrainiens en pleine formation. Ils sont en guerre, mais il y a d'autres éléments qu'on est en train de former, comment utiliser telle ou telle autre arme qui est à la pointe. Donc, cela est possible, madame. Vous pouvez être en pleine guerre et en même temps, vous êtes en train de former votre troupe par rapport aux armes de pointe pour tenter de vaincre la guerre. Alors aujourd'hui, lorsqu'on regarde cette guerre dont est imposée justement la RDC, on voit que militairement, l'armée rwandaise dispose d'un arsenal très sophistiqué. Je ne connais pas l'arsenal militaire que dispose plutôt l'armée angolaise qui viendra en renfort justement aux côtés de FARDC. Nous sommes sans ignorer que le Rwanda ou le M23 est soutenu par des forces occultes. Est-ce que l'arsenal angolais pourra renverser celui du M23 soutenu par le Rwanda? Merci pour toute cette question. Je dirais d'abord que gagner une guerre ne dépend pas, n'est-ce pas, de l'arsenal militaire ou armement que vous avez. C'est un problème de stratégie. Je lisais un auteur chinois, son livre où il écrit L'art de la guerre. Il démontre comment il faut gagner une guerre. Ça ne dépend pas nécessairement de ce que vous avez comme arsenal militaire ou armement, mais les stratégies que vous allez mettre en place. Et nous connaissons bien aujourd'hui, d'ailleurs moi je ne souhaiterais pas parler que le Rwanda est soutenu par des forces occultes. Je dirais non. Le Rwanda aujourd'hui est soutenu par la fameuse communauté internationale. Ça,
On doit les C'est là les connaître. forces occultes, parce que lorsque vous leur posez cette question, ils n'avouent pas qu'ils soutiennent le Rwanda. Il est bien clair, il est bien clair, parce que si vous suivez ça, ils sont restés, la fameuse communauté internationale est restée que par des condamnations verbales, contrairement à ce qui se passe de l'autre côté en Ukraine. En Ukraine, l'Occident condamne et en même temps, ils envoient les troupes et les armes pour soutenir l'Ukraine, mais ce n'est pas le cas en RDC. Et par rapport à la RDC, nous les entendons par des déclarations, je dirais même, passez-moi l'expression, inutiles. C'est là où je suis en train d'interpeller, n'est-ce pas, les dirigeants de notre pays. Il ne faut pas se fouiller à des propos vides. Nous avons vu ici, nous avons accueilli premièrement le roi belge qui est venu, il nous a harangué avec des propos. Au finish, rien de concret s'est réalisé. Nous avons entendu ici le pape où les Congolais disaient la venue du pape viendra résoudre tous les problèmes de la RDC. Cela n'a pas été le cas, bien qu'il a dit quitter, enlever vos mains en RDC, la RDC patati patata. Donc ça n'a pas résolu les problèmes. Macron est venu, vous avez entendu, vous avez suivi ici, une majorité de la population n'était pas d'accord avec cette venue. Mais malheureusement, cela n'a pas résolu les problèmes. Il est venu tout feu, tout flamme, dire que c'est à vous qu'incombe la responsabilité de défendre votre pays. Par rapport à la question, messieurs les journalistes, je n'ai pas oublié l'Angola, je le disais tout à l'heure, que c'est comme les Congolais disent, nous savons bien qu'ils ont passé un long moment pendant la guerre. Nous savons comment ces gens-là combattent. D'ailleurs, l'actuel chef d'état-major, M. Nunda, est l'un, n'est-ce pas, des officiers laissés par Savimp. Il a été nommé depuis 2010, c'est lui qui est aux commandes. Donc ce sont ces gens, ce sont des gens qui s'y connaissent. Ils ont aidé beaucoup de pays africains. Je vois le Sao Tomé, ils sont allés, n'est-ce pas, soutenir le régime du président Costa en difficulté. Je vois l'Angola, lorsqu'il y a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le président angolais a envoyé 90 hommes en uniforme pour, n'est-ce pas, sécuriser le président Laurent Gbagbo. Ils sont vraiment de ce côté-là. Nous pouvons leur faire confiance. Lorsqu'on prend les contextes actuels, nous les connaissons. Il y a eu plusieurs sommets qui ont été tenus justement par rapport à cette situation de l'agression contre la RDC. Les sommets qui ont été pilotés par le président burundais, Evariste Ndayishimiye. Il y a eu également d'autres sommets qui n'ont pas apporté aujourd'hui des résultats escomptés, alors qu'il y a eu la conjugaison de plusieurs chefs d'État avec leur stratégie mise en place qui n'a pas donné des résultats. Pensez-vous que l'Angola, à lui seul, pourra justement apporter des solutions pour lesquelles les Congolais souhaitent aujourd'hui? Merci. Je voudrais ouvrir une parenthèse de l'histoire. Nous devons comprendre une chose, que ce soit les Rwandais, Ouganda, Burundi et les Kenyans. Ce sont des gens qui ont une même vision pour l'Afrique centrale, c'est-à-dire refaire l'empire Ima-Tomala. Donc, les Rwandais, les Burundais, les Kenyans, tout ce monde-là, il y a de tout là-dedans, qui veulent, n'est-ce pas, dominer sur l'Afrique centrale. Le président angolais, ayant cet esprit en tête, il ne peut pas se laisser faire au cas contraire, s'il laissait cette expansion de la vision de M. Kagame, n'est-ce pas, et engloutir la grande RDC, il en subira aussi les conséquences. C'est pourquoi il s'est levé comme un défenseur de la RDC, comme ils l'ont toujours été, pour, n'est-ce pas, mettre un point sur cette histoire. Je l'ai dit, messieurs les journalistes, tout à l'heure. Nous avons vu ça avec Mouzé Kabila. Les Rwandais avaient mis leur base arrière ici dans le Congo central à Kitona. L'armée angolaise est venue à défaire les Rwandais et ils se sont dispersés comme ça. C'est à partir de cela que nous avons eu la paix de l'autre côté. Et aussi, à ce moment, dans le contexte tel que vous l'avez dit, je le crois fermement qu'avec la franchise des relations que nous avons avec l'Angola, qu'on pourra compter avoir résoudre ça. Rappelez-vous que le président angolais a été mandaté par l'Union africaine en tant que médiateur de ces conflits. Il a observé et il a vite compris que ce que nous faisons avec
le Kenya est vu comme une politique attentiste de nous maintenir dans une position, et de l'autre côté, le Rwanda avance sous les M23, avance et récupère nos localités. C'est pourquoi il s'est dit maintenant, c'est le moment où l'Angola ne doit pas rester en tant que médiateur, mais l'Angola doit agir. Donc, je fais confiance jusque-là à l'armée angolaise, mais bien que ça, j'insiste, et je vais réinsister encore pour dire que même si l'Angola arrive à nous aider à faire ça, nous devons organiser notre armée pour défendre à temps réel les Congo. Alors, au-delà d'organiser notre armée nous-mêmes, est-ce que vous voyez sous ce régime Tshisekedi la volonté politique de finalement mettre fin à cette guerre qui a tant duré dans ce pays? Ce n'est pas la première fois de dire ce que je vais dire tout à l'heure. Je l'ai dit dans plusieurs plateaux. M. Félix Tshisekedi, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a déjà manifesté cette volonté de faire changer les choses. Il a manifesté cette volonté, n'est-ce pas, de mettre fin à la guerre de l'Est. Je l'ai suivi dans plusieurs médias. Il dit, s'il faut aller habiter à l'Est, je le ferai pour que la paix revienne de ses côtés. S'il faut donner... Il n'est jamais parti. J'évolue, monsieur le journaliste. Il est déjà à la fin de son mandat. Ça, ce sont des propos, c'est une façon de dire que je mettrai toute mon énergie, je mettrai toutes les stratégies possibles en place, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes à l'Est. Et nous les voyons. qu'il est en train de faire ça. Mais le problème se pose à quel stade? Le problème se pose au niveau des approches qu'il utilise, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes de l'Est. C'est là où la plus grande responsabilité revient à lui. Il pose une volonté qui est d'ailleurs manifeste, mais l'approche utilisée ne correspond pas souvent avec des réalités sur le terrain. Et il est plus trahi par son entourage. Vous êtes ici avec moi, nous avons entendu ici que l'argent ou les soldes des militaires destinés pour les militaires n'arrivent pas souvent à la destination. Cet argent s'évapore souvent en cours de route. La ration pour les militaires, on peut tout organiser ici pour envoyer les militaires, mais cela n'arrive pas au destinataire. Voilà les problèmes au stade où les problèmes se posent. Mais la volonté y est, sauf qu'il se pose un problème d'approche et de collaboration. C'est là où je disais, quand je lisais, c'était avant-hier ou je ne sais plus les jours, je lisais notre maître Nicolas Machiavel quand il dit « Un chef doit être craint et non aimé ». C'est le contraire de ce que je vois chez M. Félix. Son entourage l'aime. Un bon chef ne doit pas plaire à ses collaborateurs. Les collaborateurs doivent les craindre parce que lorsque vous me craignez, quand je donne l'ordre, vous allez l'exécuter tel que je l'ai donné pour ne pas subir, n'est-ce pas, les sanctions. Mais c'est le contraire avec M. Félix. Et il se pose aussi un autre problème que Machiavel a révélé dans son livre, le choix des collaborateurs. Pour bien diriger une organisation, petite ou grande soit-elle, il faut avoir cette capacité-là de fédérer autour de vous, n'est-ce pas, des intelligences capables pour vous aider à mettre en pratique vos décisions. De ce côté-là, je peux dire avec franchise que M. Félix échoue souvent parce qu'il est trahi souvent par ses collaborateurs. Alors, lorsque vous parlez de collaborateurs, vous faites allusion à quelle structure exactement? Est-ce que le gouvernement congolais n'est pas aussi capable que ça? Ou encore les membres qui composent son cabinet, par exemple? De ce côté, il y a déjà un problème au niveau du cabinet du président de la République. Nous l'avons déjà décrié à plusieurs reprises. Il a des collaborateurs, et imaginez, je prends un cas concret, mais c'est le président de la République qui trouve que le tribalisme, c'est un fléau qui freine le développement d'un pays. Il crée une structure pour lutter contre le tribalisme. Mais le numéro 1 qu'il a nommé à cette structure, lui-même a été trempé dans ça, dans la corruption. Déjà, il se pose un problème. Mais même au niveau de la communication, au niveau de la présidence, il se pose un problème. Il y a beaucoup de choses, parfois, que M. Félix fait, mais qui ne sont pas bien communiquées. Déjà, il se pose un problème. Donc, il y a autant de choses à décrier au niveau du cabinet du président que nous avons toujours demandé, n'est-ce pas, que ces cabinets soient lavés et les hommes capables d'aider le président de la République pour concrétiser sa vision puissent être à ses côtés, mais chose qui n'a jamais été réalisée. Mais si nous partons au niveau du gouvernement, il se pose toujours un problème.
Il y a quelques ministres à peine qui cherchent à faire quelque chose. Mais d'une manière générale, ce n'est pas un sujet que nous débattons ici, mais je peux faire un raccordement frauduleux. Vous êtes ici avec moi, nous attendons le problème de la hausse du prix des denrées alimentaires, avec la dépréciation de la monnaie nationale. De ce côté, il y a un problème. Mais on vous dit que le gouvernement a fait des efforts pour augmenter le budget à la hauteur de 16 milliards quelque chose. Mais il y a une adéquation entre le budget revu à la hausse et ce que les Congolais vivent dans sa vie actuelle. Donc déjà là, il y a des problèmes. Il a la volonté, mais les collaborateurs lui trahissent. Alors aujourd'hui, si l'on peut compter, il nous reste quasiment 9 mois pour compter la fin du mandat du président de la République. Est-ce qu'avec ce timing qui nous reste, est-il possible aujourd'hui que sa vision, celle de mettre fin à la guerre à l'est du pays, soit concrétisée? Et ce n'est pas en 9 mois et que cette affaire pourra prendre fin. Je dirais, M. Félix est venu au pouvoir. À l'Est, il y avait déjà des problèmes. Ça, nous le savons tous, la guerre existait. Lui est venu pour chercher comment résoudre ça. Et déjà, jusque-là, au stade où nous sommes, il a déjà fait quelque chose allant dans le sens de mettre fin à la guerre à l'Est. Même ce que nous sommes en train de débattre tout à l'heure. Il est allé chercher d'intégrer la RDC comme membre des États de l'Afrique de l'Est. De l'autre côté, de sa bonne volonté, il a cru que ces gens peuvent nous aider dans ce sens, mais malheureusement, ce sont des gens qui ne sont pas sincères envers lui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'Angola.